Alors, bonjour tout le monde, ici André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle, en ce 15 octobre 2021. Et je suis avec Étienne Ricard, le directeur de la conception chez Urban Eco Construction de Sherbrooke. Salut Étienne. Salut André. Écoute, merci d'être là. C'est toujours un plaisir de te jaser. Premièrement, parle-moi rapidement de la croissance d'Urban Eco Construction et comment la pandémie vous a traité. Oui, effectivement, la pandémie nous a tous surpris nous, dans le monde de la construction, comment la vivacité qu'elle a pris comme tournure, là, et particulièrement dans la construction écologique. Avec la pandémie, les gens ont retrouvé le sens des valeurs, je ne sais pas trop, comme ont senti une certaine fragilité à la vie peut-être, ou ont décidé que c'était une bonne idée d'investir dans un bien-être, la santé, des choix cohérents pour le futur, pousser plus loin cette réflexion-là que plusieurs ont de toute façon, mais ne trouvaient pas le temps dans leur vie peut-être de donner une place à ça. Alors maintenant, on rajoute là-dedans le fait d'être plus facilement en télétravail, l'habitude du télétravail, que ça soit devenu une réalité courante dans la vie. Ça permet aux gens d'aller en Estrie, qui est notre territoire, partout dans les belles régions du Québec, et pouvoir habiter dans la nature, qui est pour moi une grande joie, je pense, pour tous les êtres humains d'avoir un contact avec la nature. C'est tout le temps ressourçant. Donc, c'est rendu possible d'habiter dans la nature puis de construire de façon sensée. C'est justement de ça que je veux parler parce que ce n'est pas toujours sensé ce que les gens font. On voit même que les gens ne font pas d'inspection pré-achat parce qu'ils gagent au lieu de négocier le prix des maisons, ils gagent. Oui, il y a eu une période très, très frénétique. Qui était en vente s'envolait en Estrie de façon... tous les bungalows qui ne trouvaient pas preneur depuis plusieurs années, tout d'un coup, subissaient de la surenchère. C'était surprenant. Moi, pourquoi j'aime te parler, c'est que je sais que vous faites de l'écologique et de la qualité, parce que ce qu'on me dit, c'est que malheureusement, ces dernières années, la qualité de la construction, elle est horrible. De plus en plus, ça, c'est un inspecteur Renault Climat qui me parle de ça. Et donc... Je ne pensais pas que c'était nouveau. Oui, ça a vraiment empiré. Puis là, les gens sont à la course, les chantiers, tout ça. J'ai commandé un texte à Nathalie Blot, qui est directrice chez Ouranos, le consortium en adaptation au changement climatique. Puis je voulais voir un peu concrètement, vous, ce que vous faites. Alors, si on parle de changement climatique, premièrement, pour les cantons de l'Est, vous, votre entreprise et vos clients, c'est quoi les premières préoccupations, les premières craintes au niveau de la résilience des bâtiments, justement, à long terme? Effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'on se questionne beaucoup, qu'on réfléchit beaucoup à l'interne. Essentiellement, on veut, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise de construire durable. Qu'est-ce que ça veut dire durable? Pourquoi une maison, elle ne dure pas? Tu sais? Elle devrait durer. Et, en fait, ce qui est un sacrifice, là, si on parle dans ces termes-là pour la maison, c'est son revêtement extérieur, ses fenêtres et la toiture. Sacrifice. À cause des UV essentiellement, puis le cycle gel-dégel. Tu sais, c'est ça qui va user ta maison. C'est pas, ça, c'est même en dehors des changements climatiques. Si on met le changement climatique dans l'équation, ça fait juste aller plus loin, plus fort, plus vite dans toutes les directions. Il faut prévenir ces aliments-là. Puis on rajoute à ça les inondations, les sécheresses. J'allais dire, c'est peut-être les premiers risques, hein? Oui, parce que ça peut, même si tu n'es pas loin, même si tu n'es pas proche d'une rivière, tu peux avoir un phénomène d'inondation
il peut y avoir des pluies tellement fortes, tellement soudaines, tellement intenses que ce n'est pas une rivière qui déborde, qui rentre chez vous. C'est un versant de pente qui converge vers toi, puis que là, tu reçois une marée ou tu es dans un creux, tout ça. Donc, l'implantation du bâtiment lui-même, là, lorsqu'on arrive sur un terrain, on a toujours ça en tête. Bon, l'eau, comment qu'elle se promène? Parce que de toute façon, en construction, on veut que l'eau s'éloigne du bâtiment. On met des gouttières, on gère cette eau-là pour qu'elle ne reste pas stagnante à cause de évidemment, ces risques de pourriture, ces stagne sur les éléments en bois ou gel-dégel. Tout ça, on éloigne. En Estrie, qui est ma réalité, on a beaucoup de pentes, on n'a pas beaucoup de stagnation. Par contre, on a des déferlantes. On peut être on est toujours un peu dans le mouvement, donc il faut vraiment éloigner, diverger les mouvements de ruissellement de l'eau. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour ça, justement? On ne construit pas dans une cuvette, ça c'est sûr, mais sur la campagne, on est souvent à montagne. Oui, les zones humides aussi, là, on entend même parler dernièrement autour de Montréal, c'est encore dans les nouvelles, comment on en a besoin, puis c'est une sorte d'éponge épuratrice. Mais on est loin de là. Là. C'est surtout, c'est dans la topographie essentiellement. Là. Si tu as une pente qui s'en vient, il faut que la pente se divise quelque part. On le prévoit. Et, en premier. Construire écologique, c'est que tu es en synergie avec ton environnement. Tu vas être logique avec ton environnement. Ce n'est pas si compliqué, mais ça prend juste de l'écoute, de la finesse, du regard. Tu arrives sur le terrain, tu regardes ce qui se passe, tu regardes les pentes, puis la maison va trouver sa place logiquement. Souvent, on va être dans un promontoire, on va être dans un endroit où on a potentiel de vue, on a quelque chose, un environnement intéressant alentour. Et évidemment, bon, c'est ça, s'il y a des enjeux d'écoulement des eaux, ben, on le voit. Il faut vraiment que ça soit, disons que la règle, c'est en surface que ça se passe. Quand tu es rendu à mettre un drain dans le sol, une tranchée drainante en pierre de rivière, toutes ces affaires-là, c'est que tu as manqué ta shot. Tu es rendu que tu es en train de patcher quelque chose qui ne va pas bien. Ça devrait être les pentes de surface. Okay. Donc, c'est la pépine, premièrement, c'est comment tu arranges ton sol. Mais au niveau des fondations, vous mettez des membranes sur les fondations. Est-ce que vous isolez toujours de l'extérieur, par exemple? L'isolation des fondations, on fait beaucoup de dalles sur sol, mais on n'est pas dans la dalle monolithique. On n'a pas un sol plat et drainant en Estrie. En Drummondville ou des endroits où tu as du sol plat et drainant, tu peux aller vers une dalle monolithique pour un petit bâtiment, peut-être. Dans notre cas, on va toujours mettre des semelles plus creuses hors gel et donc le bâtiment repose sur ces murs de fondation-là qui sont appuyés sur des semelles. Ensuite de ça, on remplit l'espace de sable compacté. Donc, tout ce qui est sous-sol, l'inondation par le sous-sol, quand on est dans une dynamique comme ça, on n'est plus là. On n'a plus ces espèces de difficultés de gérer entre l'extérieur et l'intérieur, l'interface d'humidité potentielle derrière les isolants. Oui, on en fait des rez-de-jardin, nécessairement dans des pentes. Quand on a un plein pied vers l'extérieur, c'est intéressant de l'utiliser. Oui, on va isoler. On va isoler soit par l'extérieur, soit par l'intérieur. Les deux sont intéressants. Les deux ont leurs défis. Là. Il y a plein de considérants là-dedans. Mais essentiellement, isolé par l'extérieur, c'est intéressant. Ta masse de béton devient une masse thermique. On pourrait l'aborder, la masse thermique, là, en termes de résilience. Ça fait partie des choses que tu aimes avoir quand tu manques d'électricité, par exemple. Donc, je reviens à l'isolation. Isolé par l'extérieur, il faut bien isoler, mais juste techniquement, c'est dur de mettre beaucoup d'isolants parce qu'à un moment donné, ça ne tient plus. C'est des isolants plastiques, puis ta vis va tenir ça à une limite. Le mieux du mieux, c'est d'isoler extérieur et intérieur, comme chez toi, comme tu me parlais tout à l'heure. Voilà.
Sinon, on parle à l'intérieur de différentes façons, là, soit avec la laine de roche, soit avec l'uréthane qui fait un contact direct avec le béton. Donc, il faut voir l'approche. Drainage des fondations, à ce moment-là, devient extrêmement important. Toujours là, un drainage que tu peux nettoyer avec des regards de nettoyage, des drains rigides avec beaucoup de pierres nettes bien emballées dans son géotextile autour de la maison. Puis l'hydrofuge sur le béton, disons que, vite de même, le meilleur, ça serait un très bonne approche, la membrane, un bitume liquide et une membrane alvéolée type delta là, qui est par-dessus, qui vient vraiment couper la poussée hydrostatique de l'eau, qui vient comme s'il y a une goutte d'eau, elle descend tout de suite vers le bas, vers les drains. Il n'y a pas une stagnation en continu de poussée Ça d'eau. protège les fondations des cailloux aussi, des grosses roches aussi. Donc, oui, ça, on évite d'avoir ces membranes liquides avant la delta. Oui, il faut imperméabiliser quand même. Delta, c'est On pourrait mettre juste la delta, mais pour aller vraiment, pour être sûr que, parce que le béton reste microporeux, l'eau peut migrer à travers le béton. Donc, c'est bien de l'imperméabiliser, c'est mieux. Tu es sûr d'éviter que l'eau se migre jusqu'à l'intérieur. Donc, la propriété de la delta, ce n'est pas d'imperméabiliser comme tel. Ouais, ben, oui, s'il y a une rivière qui arrive, elle va comme freiner, mais il y a des joints là-dedans. C'est surtout de briser la poussée hydrostatique de ta nappe phréatique ou de ton eau présente dans le sol. Elle fait comme, il se fait une espèce de petite poche d'air entre ça et le béton qui fait que, pouf, ça descend. L'eau, elle aime ça descendre. Le feu monte, l'eau descend. elle prend le plus court chemin, puis elle s'en va. Oui, c'est pour ça qu'il y a les protubérances dans la delta, c'est parce qu'on sait qu'il y a un peu d'eau qui va passer à travers par les joints. Oui. Puis ça m'amène sur un autre sujet qui, on monte dans le building, là, on a un revêtement. Le revêtement lui-même, des bons revêtements type PV Concept, bois pré-peint en usine, qui fait des beaux finis, il y a quand même une certaine quantité d'eau, même super bien posée. Il y a un pourcentage d'eau qui passe à travers ce revêtement-là. Puis essentiellement, les autres revêtements aussi. La membrane qui est derrière, là, on apporte peu de considération à ce pauvre Tyvek, en fait, qu'on appelle souvent, là, cette membrane par intempérie, qui n'est pas un parac. Par intempérie, sa job, c'est de... Il y a de l'eau qui passe, il faut que la goutte d'eau, faut que ça soit imperméable, mais que ça laisse sortir la vapeur d'eau potentielle dans le mur, mais que la goutte d'eau, elle suit son cours pour être évacuée par le solin. Ça me ramène aussi à la pérennité du bâtiment, qui est le revêtement extérieur. À un moment donné, lui, il ne sera plus bon. Ça n'a comme pas le choix. Il est au UV. Surtout les UV là, qui sont j'ai l'impression qu'ils sont de pire en pire. Là. Je ne sais pas si c'est moi qui vieillis là, ou quoi, là, mais en tout cas, ça grignote des UV. C'est quelque chose d'assez impressionnant pour tous les matériaux. Et puis, donc, à un moment donné, on enlève le revêtement, on en met un autre, disons dans 40 ans, 60 ans, tu sais. Ça va arriver inévitablement. Ça t'offre 100 ans, tant mieux, mais en arrière, il va se passer quoi? Tu sais? Tu veux que ton mur soit encore beau, tu veux que ça soit... Fait, là, on investit dans des membranes meilleures, plus solides, plus de matière, tu sais. Et... c'est plus du c'est pas un choix sexy pour mettre de l'argent là, quand tu bâtis ta maison. Je vais investir dans ma membrane par intempérie. De toute façon, ça ne coûte pas très cher à la base. C'est pas un gros surcoût, effectivement. Et c'est pas le Tyvek que vous mettez? On est en processus d'améliorer cet élément-là, pour être franc. C'est effectivement dans nos considérants, parce qu'on se fait, OK, qu'est-ce qui se passe dans le futur avec cette membrane-là? On est comme allumé là-dessus, qu'on magasine les meilleures membranes. Et toutes les tours de fenêtre aussi, on réfléchit beaucoup sur le tour de fenêtre. Quand tu vas changer ta fenêtre, il va se passer quoi? Parce que c'est vraiment là que le bas peut blesser en profondeur. Quelqu'un m'a dit d'ailleurs
Oui. On m'a dit qu'en Europe, ils ne mettent pas d'uréthane autour des corps des portes de fenêtre parce que ce n'est pas parfaitement étanche. Puis j'imagine que c'est ça, quand tu défais, c'est plutôt collant. Qu'est-ce que vous mettez, vous, pour sceller? C'est quelque chose. Ruban et autres produits que vous Oui. mettez. On met des rubans entre le cadre de fenêtre et le pare-vapeur. Donc, on est du côté chaud. Et on met l'uréthane aussi quand même. Ça reste, on pourrait mettre la roxule parce qu'une fois qu'on a fait ça, on a notre étanchéité. Tu sais, la performance passe par l'étanchéité. Mon père, il est en dedans, toi. Oui, mon pareur, il est en dedans. Mon étanchéité, elle est à l'intérieur. Donc, c'est là que se fait cette continuité-là avec le bâti de la fenêtre. Quelle marque de ruban tu mets? Le tape rouge, il n'y a plus personne qui utilise ça. Non. On prend le tape Siga, qui est une marque suisse, Siga. C'est le meilleur. Le plus cher, mais le meilleur. 50$ la roulette. Alors, oui, encore une fois, ça prend du temps de bien de mettre tout ça. Ça fait la différence. Explique pourquoi tu prends celui-là. C'est la roulette de 75 pieds. 50$, c'est pour combien de pieds? 25 mètres, ouais, quelque chose 25 mètres, ouais. comme ça. Rotoblast en fait des très bonnes aussi. C'est équivalent. Dans le fond, on est en train de comparer tout ça. Pourquoi tu aimes ces rubans-là? Delta aussi en fait des bonnes. Essentiellement, leur approche, l'Europe est en avant beaucoup, l'Autriche, l'Allemagne, la France, sur ces réflexions-là de bâtiments. Ils pensent à long terme. Ils ont comme Et l'adhésif reste collant. J'ai toujours comme une réticence à me baser sur de l'adhésif comme élément périn. J'aime mieux être un assemblage mécanique que tapé ou collé, tout ça, parce que les cols finissent par changer. Oui, on a vu une image apparaître. On travaille aussi avec le bâtiment, en plus de coller longtemps. Pardon? Ça travaille aussi avec le bâtiment. Oui, c'est ça. Donc, les tapes sont flexibles. C'est-à-dire qu'ils s'étirent, là, et la colle reste collante. Il y a vraiment des tests. Eux, ils font des tests particuliers là-dessus. Ils aussi sont des produits sans COV. Vu qu'on est sans odeur. Dans l'intérieur de l'enveloppe, on préconise des éléments sans COV. Okay. Puis, c'est drôle. Moi, je raconte souvent une anecdote. On est à Sainte-Adèle, puis c'est pas reconnu pour ses grands vents, mais c'est arrivé un printemps ou un automne, je ne me souviens pas. Je suis en train de regarder la télé, puis là, le cadre de la fenêtre, la grande fenêtre du salon, coulait dans le salon, sur le seuil. Et puis, un balcon en haut, je me demandais c'était quoi. Puis je me suis dit, coudonc, je me sentais chez ma sœur qui vit aux îles de la Madeleine, c'est-à-dire une pluie horizontale pendant 10 minutes. C'est un peu stressant quand ça coule. Puis on a découvert qu'il y avait un oubli au moment de la construction. Ils n'ont pas scellé sous le seuil de la porte du balcon de notre chambre. Oui. Fait que ça a été facile à réparer. Puis heureusement, ça n'a pas mouillé de cellulose dans le mur. Là. Ça a coulé et ça a séché. Mais là, je me suis dit, ouais, OK, à long terme, il y a bien des gens qui vont vivre ça. C'est surprenant comment des éléments aussi anodins que ça, les seuils de porte peuvent laisser, sont pas blindés en cas d'éléments extrêmes, de situations extrêmes. C'est ça, effectivement. Alors, c'est un paquet de détails. Ça, c'est juste pour montrer aux gens ceux qui ne connaissent pas la membrane Delta. La membrane Delta, oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous faites pour prévenir l'infiltration de pluie? Avez-vous changé vos techniques? Au niveau, si on revient autour de fenêtres, on a cette approche-là. Il y a aussi une uréthane spéciale pour mettre autour de la fenêtre qui reste flexible, qui reste collant. Bien, il ne reste pas collant, mais il reste flexible, il colle aux parois, puis il peut vraiment Puis il y a des échantillons qu'on taponne depuis des mois là, qui ne perdent pas sa flexibilité.
OK. Et Les à la bâtiments de cellule travail, fermée aussi. ça va pas décoller ces bâtiments de travail trop. Oui, parce que, tu sais, effectivement, l'uréthane, en fait, ça fait l'effet popcorn qu'on appelle, là, l'effet de, tu mets ton uréthane, mais des fois, ça fait des petits grumeaux, puis ça finit par laisser passer l'air qu'on peut contrôler. On peut s'en apercevoir au test d'infiltrométrie. Il ne devrait pas avoir aucune maison au Québec que le gyps est posé sans qu'il y ait un test d'infiltrométrie avant. Là. Les auditeurs du Maison du 21e siècle connaissent ce test-là, assurément. C'est malheureusement pas encore obligatoire, mais oui, mesurer l'étanchéité. Moi, je dis l'étanchéité à l'air, c'est l'étanchéité à l'eau. Hein. Oui, 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 avec l'effet de poussée de vent en plus. Donc, cet uréthane-là, puis si on veut pousser vraiment plus loin, il y a des tapes de rotoblastes qui sont par vapeur intelligent à l'intérieur et par intempérie perspirant à l'extérieur. Là, ton par intempérie est tapé à ta fenêtre, ton par vapeur est tapé à ta fenêtre. Là, tu es comme en Cadillac, là, mais Ça, c'est italien, je pense. Hein, j'ai pas trouvé. Ou autrichien, je ne sais pas. Ça, aussi d'Europe. Ouais, je pense que c'est autrichien, mais ça vient de Colombie-Britannique, ça fait le tour de la planète. J'ai vu ma commande, mon bon de commande tantôt. Je me dis, ah oui, quand même. C'est ça la mondialisation, Ah, ça, c'est fou. la moderne. Ouais. Ouais, c'est ça, on peut aller loin. Je n'ai pas encore trouvé de clients assez techniques pour aller jusque-là parce que c'est ça, si on va loin, loin, loin dans tout, c'est ça engendre des coûts à un moment donné. Fait que nous, on s'applique à offrir des options, à les expliquer en disant, ben, puis à chaque fois, il faut comme donner un coût à cet élément-là parce que les coûts vont vite. La dernière année était particulière là, avec des montagnes russes de prix, mais en fait, la montagne était plus dans un sens, là, redescendu au niveau du bois, mais c'était très, très, très. C'était stressant, disons. Ça commence à se stabiliser un peu, ça redescend. Le bois, les revêtements, c'est encore extrêmement long. Alors, il y a le coût et les délais. Les fenêtres, c'est des longs délais, on me dit. Les fenêtres, prends-toi-y de bonheur pour en avoir. Là. Moi, juste pour revenir sur l'uréthane, je sais que pour les portes-fenêtres, ça prend l'uréthane à faible coefficient d'expansion pour Ouais, pas ouais, travailler. Mais en plus, tu dis qu'il y en a un spécial qui est plus élastique. C'est quelle marque de produit, ça? Oui, c'est encore Autoblast là, OK. qui a ce produit-là, qui est Injecté avec une canette sous pression, toujours. même canette, même chose que l'autre, mais elle reste flexible puis à cellule fermée. Ça veut dire quoi, ça? C'est quand ça déborde, passe ton X-Acto pour la couper, l'uréthane ordinaire est toute ouverte, puis elle est comme poreuse, puis elle boit l'eau carrément. Tu sais. À cellule fermée, elle ne boit pas l'eau, puis elle reste étanche. Là. OK. C'est fun. On aime ça. Ouais. Ouais. Si on parle aussi de risques, évidemment, dans notre climat, il y a le verglas et le poids de la neige, le gel-dégel, la pluie sur les toits. As-tu changé tes coupes de toiture ces dernières années? Lorsque on travaille avec des toitures à faible pente, on a souvent de la tôle. La tôle, il faut gérer les espèces de banquises de neige puis les gels-dégels qui peuvent venir avec. Donc, on est très à l'affût des arrêts-neige, qui reste quand même quelque chose d'assez particulier à travailler parce que ça retient un bon poids. Et dès qu'on a des membranes, des toitures à faible pente, qui vont souvent être avec des membranes élastomères, des choses comme ça, le poids de la neige peut s'accumuler. Donc, à ce moment-là, il faut demander au fabricant d'augmenter sa charge de calcul pour la structure. Il faut vraiment que ça soit capable de prendre une masse plus grande. La neige elle-même, mais lorsqu'il pleut sur cette neige-là, ça regèle, puis alors
C'est ça. encore plus La grêle, j'écoute, c'est pas quelque chose qui m'est encore venu comme problématique. Le verglas, on a eu, on risque d'en avoir Ouais. d'autres. Fait que, faut Ouais, pas... ça fait une histoire de poussée, là, de charge, et qui peuvent faire arracher des gouttières, qui peuvent c'est comme s'agripper à des éléments, là. Encore là, disons que les arrêts-neige, si je fais une petite parenthèse sur ça, c'est surprenant comment dans l'industrie, on n'a pas de... Personne ne se mouille pour dire fais ça de même, je te garantis que c'est bon. Tout le monde a ses petites chartes, ses affaires, mais même les fournisseurs d'arrêt-neige, fournisseurs de toiture, ça reste un beau flou artistique. Si je peux donner une règle du pouce pour cet élément-là, mettons-en plus qu'un rang, puis décalé, pour que pas deux en bas, pas un gros en bas, mais tu sais, plus souvent, qui nous donne un peu plus l'effet velcro. Là. Ça va répartir la poussée sur plus de sections de toiture. Tu sais, donc, parce qu'il peut y avoir des poussées assez importantes. Là. Puis à un moment donné, on peut comme prévoir quand ça va débouler, cette affaire-là, ça s'en va où, tu sais, idéalement, parce que même avec un arrêt-neige, ça peut débouler par-dessus. Faut aller. Les toitures de métal, c'est le fun, c'est durable, c'est recyclable, souvent recyclé, mais ça a quand même des enjeux de sécurité, là, tu sais, puis vraiment une banquise qui décroche. Là. J'ai connu ça chez nous, je sais pas Hein, si Feston. oui, c'était en 2008, c'est l'année où j'ai abouti à l'hôpital 5 jours avec une appendicite péritonite. Je travaillais un petit peu trop. Et pendant ce temps-là, toute ma terrasse a été arrachée. Justement, il y avait tellement neigé, puis au lieu de se vider, le toit, ça avait gelé. Fait que ça avait continué la neige, puis la pluie, puis la glace. Puis quand c'est parti, ben, j'avais des battes autour de la terrasse. Je suis arrivé de l'hôpital 5 jours après, puis tout était dans l'allée. Il y a un chum qui a ramassé Je sais ça. pas si c'est la même année que la mienne. Moi, j'ai un toit de bardeau de cèdre et une lucarne qui fait peut-être 8 pieds en tôle. Et ça a décroché, puis c'est tombé sur ma table de pique-nique. De pique-nique. Écrapouti. L'important, c'est que le bébé ou le chien ou la blonde ne soit pas en bas quand ça arrive. Non, c'est ça. Pendant des années, le toit se vidait, je le savais toujours à chaque dégel. On ne mettait pas le chien sur la terrasse. Ouais. Et cette fois-là, ça n'avait pas tombé la première fois. Puis là, Ouais, c'est ça. on a mis une clôture à neige, mais à décrocher en quelques semaines, ça n'a pas été bien fait la première fois. Parce que quand ils sont revenus, ils ont dit là, on rentre ça vraiment dans les fermes. Là, il m'a dit si la clôture part, la toiture va partir. C'est ça, c'est J'ai ça, vu c'est des ça, parce que petites fissures dans le coin des gyps, mais c'est ça d'eau. Là. c'est ça, c'est le fond de clouage de ces éléments-là qu'il faut qu'il soit extrêmement bien fait. Puis là, ben, on fait des percements dans la tôle, fait que une belle tôle qui est toute durable, on vient y faire des trous dedans. Fait que ça a plein d'aspects à regarder, disons. Oui, c'est délicat. Moi, c'est de l'amiante ciment, c'est de la tuile comme de l'ardoise, en fait. Puis on Ah, avait ouais. mis une membrane en dessous, ben, en fait, juste goudronné, là, papier goudronné à grandeur. Mais c'est un toit 8-12. Mais effectivement, ils ont percé. Ils scellent, mais combien de temps le scellant va durer? Hein? Ça, c'est quelque chose qui ne dure pas beaucoup dans le temps, le scellant, somme toute, là, l'air de rien. Là. C'est toi, tu ne mets pas les hautes clôtures de. Moi, c'est à peu près peut-être un pied d'eau ou un peu moins. Toi, À c'est plus deux barres, moi, je trouve ça suffisant. les petits oreillers. Si tu as besoin de plus, il faut à la limite laisser de la place à ce qu'il en déboule. Ouais. Si c'est trop. Non. Ça part pas comme une banquise, ça part en bonhomme de neige plus. Tu sais. Ouais. Mais je pense que c'est ça. J'ai 2 barreaux. Puis, ben, c'est ça. À passer 15 pieds, un autre an. Tu sais. C'est une toiture de
Ouais, c'est une toiture de 20 pieds, un rang, c'est correct, là, mais parce que sur le dessus, sur le pignon, il n'en reste pas de la neige, on s'entend. Bref, c'est ça. Sinon, pour les changements climatiques, bien, on revient à la base de la maison écologique. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait une maison solaire passive. On fait une maison avec une bonne enveloppe. Qu'est-ce qu'elle fait, la bonne enveloppe? Bien, elle nous protège des éléments extérieurs, le chaud, le froid, les froids extrêmes, les chauds extrêmes. Elle est protégée. Puis ça comprend les triple vitrages. Là. On s'entend que ceux-là, on les veut. Le solaire passif, ben, c'est une énergie gratuite qui est disponible, qui est disponible à plein l'hiver quand le soleil est bas, rentre bien dans la maison. Puis, donc, on peut se protéger facilement avec les pare-soleil quand le soleil est haut en été. Donc, on n'a pas de surchauffe. C'est la base. Ensuite de ça, ben, la masse thermique. Lorsque, en dedans, on a stabilisé notre température, on aime ça de même, bien, la masse, elle te garde ça, tu sais, t'es comme sur un train, c'est parti, puis ça. Alors, tu manques d'électricité, pouf, ben, déjà, tu perds moins de calories par tes murs et la masse te conserve ta température présente. Alors, tu as comme beaucoup plus d'heures disponibles sans avoir à chauffer, à paniquer. C'est comme, bon, OK, on va attendre On l'a une vu journée, 2 journées. C'est un petit poêle à bois, ça va très bien. dans la crise du verglas, on l'a vu, les maisons R2000, c'est celles qui traversaient le mieux ces 2 semaines ou 3, 4 semaines-là. Mais Oui, même pour le fameux verglas, ça prend s'il n'y avait pas ça. de soleil, dans le fond, les maisons restaient chaudes longtemps. Oui, c'est ça. Dès que le soleil sort, pouf, tu as un gain d'énergie, ça va bien. La L'énergie même du chose poêle à bois. l'été. Quand il y a au moins des nuits fraîches, tu ouvres toutes tes fenêtres, la fraîche rentre, tu fermes toutes tes fenêtres quand la chaleur revient, puis ta masse thermique va te garder la fraîche un petit bout de temps. Les canicules au Québec, c'est que là, c'est plus dur à gérer, c'est l'humidité dans l'air qui est suffocante. Puis l'humidité, c'est un gaz, ça rentre vite, tu sais, elle est loin dans la maison, c'est dur à gérer. Tu fais juste, ah, j'ai chaud, j'ouvre la fenêtre, mais trop tard, l'humidité est rentrée. Tu sais, même ouvrir la porte, c'est incroyable l'humidité, comment ça se gère. Moi, je voulais parler des poêles à bois. Ben, Avant, j'ai réfléchi beaucoup sur réduire notre empreinte carbone, là, mais le poêle à bois, il est sympathique pour savoir une petite sécurité, mais bon, on fait du carbone. on peut revenir. Je veux juste te demander justement au niveau des masses thermiques, il faut que les gens comprennent, c'est les matériaux denses là, qui sont Oui. plus froids au toucher, comme la brique, le béton. C'est quoi que vous mettez dans vos maisons? Les planchers, les murs, c'est toujours du gypse ou vous mettez de la masse aussi? Oui. Ben, le soleil, pour qu'il y ait son maximum, différentes fonctions, là, emmagasiner le soleil dans un contexte solaire passif, tu as une masse, effectivement, toutes les masses qui sont froides au toucher, là, sont des masses thermiques. Eux, ils sont capables d'en prendre de l'énergie. C'est ça la sensation de froid, c'est qu'ils sont capables d'en prendre. Donc, si tu as un plancher foncé, là, tu optimises ton gain de calories Qui est pour frappé l'entrepôt. directement par le soleil. Donc, le soleil, c'est pas mal ça qui frappe. En hiver, il peut frapper toute la profondeur de ta maison. Puis c'est rare qu'on vouloir se mettre un mur très, très proche d'une belle grande façade vitrée au sud. Fait que lui, c'est rare qu'il va être assez proche pour... mais ça arrive. J'ai un projet là, que j'ai préparé pour le regarder un peu, que je pourrais partager. Chez Benoît Lavigueur, enseignement de Belleveland, lui, il avait un muret, je me demande si ce n'était pas en terre, en bloc de terre, qui avait mis Oui, un muret de le 3-4 bloc de terre compressé, c'est absolument une bonne masse thermique. Ici, là, on a un cathédrale, on a l'effet par soleil au rez-de-chaussée et il reste à ajouter des pare-soleils à l'étage, côté sud. Côté ouest, est,
les pare-soleils sont inefficaces là, et ça ne sert à rien. Mais du côté sud, franc sud, ça marche très, très bien. Et ici, on a un mur de briques là, qui est ici, qui nous permet de vraiment accumuler la masse. Là. Ouais. Donc, un mur de briques récupéré dans ce bâtiment-là. On a un abri extérieur, on peut en profiter de ces éléments-là, puis une belle fenestration au sud. Là. Fait qu'à l'ouest, tu vas faire quoi pour ombrager? Tu vas réduire tes ouvertures? Ben, ça se joue rendu là avec les pellicules qu'on va mettre dans la fenêtre ici. Là. OK, des fenêtres plus isolantes avec les pellicules Oui, féminines. c'est une pellicule Lowy sans gain solaire à ce moment-là. Oui, On OK. spécifie, effectivement. Puis à ce moment-là aussi, on peut aller chercher la ventilation passive en ouvrant ici dans le comble habitable des fenêtres, puis en ouvrant des fenêtres au ras du sol. C'est pour aller chercher la fraîcheur, c'est comme l'idéal. On peut aussi aller ouvrir des fenêtres du côté nord et par effet de cheminée, l'air frais près du sol monte dans la maison. À ce moment-là, pour diriger ça, il faut vraiment choisir l'ouvrant. Tu n'ouvres pas toutes tes fenêtres, tu ouvres les bons et là, tu as le courant d'air qui... L'air, c'est un fluide qui prend un certain temps à se mettre en mouvement, puis après ça, il pogne son air d'aller. Son air d'aller. Fait que, voilà. J'aime beaucoup votre idée d'avoir le mur de briques sur 2 étages cathédrales. Si tu as une mezzanine en haut, on peut stocker la chaleur ou la fraîcheur là-dedans. Dans un cas comme ça, Ce qui manque à nos maisons, la masse à l'intérieur, d'ailleurs, en général. oui, puis bon, le plancher de béton, soit comme souvent on fait des dalles sur sol, comme on disait, plancher de béton. On a 4 pouces. Écoute, c'est amplement suffisant. Là. Dans les années 70, il y a eu des tests de remplir comme 12 pieds de pierre, faire de la masse thermique. Oui, mais à un moment donné, il faut que tu remplisses aussi ta masse. Sinon, tu es juste en train de vouloir en acquérir là, de la chaleur. On va parler d'un assureur qui ne voulait pas assurer de maison qui avait trop de pierres comme ça. Ça aurait coûté trop cher à rebâtir. À rebâtir, oui, c'est ça, c'est sûr. Évidemment. J'aime bien dans les notions plus parallèles là, de résilience, là, nommer un peu l'aspect avoir des capacités de potager et de réparer ton truc. Là, un peu être capable d'avoir un minimum de connaissances manuelles et aussi un minimum d'espace qui te permet de bricoler chez toi. Tu sais. Bricoler ses vêtements, bricoler, quelque chose casse chez toi, ben, tu es capable un minimum de le réparer. Tu sais. Et subvenir à des besoins alimentaires là, pour la saison estivale, c'est si simple d'aller chercher une base. Là, tu sais, puis bon, on peut aller vers la serre et plus d'éléments plus. Ça fait partie des choses, je pense, à cultiver dans les prochaines années. En plus, je dirais, on se préoccupe beaucoup de savoir comment faire l'urbanisme. Là. Je rajouterais vraiment quasiment une priorité sur le tissu social. Ça a l'air nono, mais reste qu'en changement climatique, ça devient vraiment important. En qualité de vie, en sécurité. Tu as besoin de sortir, faire garder des enfants, tu as besoin de quelque chose en urgence. Tissu social, tu peux compter sur tes voisins, tu peux t'entraider, tu peux y emprunter sa perceuse. C'est ça, le partage. Ben ouais. L'urbanisme a beaucoup à faire dans ça. Par beaucoup exemple? à faire et à préserver les corridors phoniques, les liens pédestres, ces choses-là. On est je ne sais pas si on est en retard, mais en tout cas, on n'est pas dedans. On devrait vraiment mettre plus de
priorité sur ça. Là, D'ailleurs, aujourd'hui, on publie un texte de Christian Savard de Vivre en ville sur le site là-dessus. Il y a une stratégie nationale qui s'en vient enfin en urbanisme et aménagement. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner. C'est ça, avec... ouais. Ouais. Puis, donc, nous, on aime beaucoup mettre en place des écoquartiers où ce que, par des lieux de rencontre, par des liens qui sont des fois juste un lien d'appartenance à un ensemble qui fait que tu as naturellement des alliés là, ou des gens avec qui partager des bouts de vie puis des conseils puis tout ça. Tu sais. Est-ce que vous bâtissez des bâtiments communs dans vos quartiers ou vos lotissements? Bâtiments communs, par exemple, à Waterville, on a un atelier en commun. Parce que dans cette section-là, là, qui est sous forme coopérative, c'est un quartier qui s'appelle le Champ des Possibles, où il y a un terrain en commun. Donc, ça, c'est le lien d'appartenance, c'est le terrain. On n'a pas besoin de rien faire, c'est un champ. Donc, mais on peut faire quelque chose, rencontrer les gens. Puis s'il y a des projets, bien, il y a de la place, donc d'où le Champ des Possibles. Dans ce projet-là, il y a une partie coopérative d'habitation de propriétaires, qui est un nouveau concept, là, et qui a, eux, un atelier en commun. C'est des logements, donc tu habites une moins grande surface. Tu peux habiter plus petit et être très, très bien. Tu as tout intérêt à le faire. Et justement, en cultivant le partage, puis en cultivant avoir des éléments en commun, comme l'atelier, on vise à aller plus loin. C'est complexe. Tu sais. Aller plus loin, on se dirige beaucoup, beaucoup vers le co-housing. C'est quelque chose qu'on regarde depuis plusieurs années. Ah oui? Le co-housing, ça a beaucoup d'intérêt. Tu sais, ta chambre de nuit est en commun. Tu n'as pas besoin de l'avoir dans ta maison. Ça sert 3 fois par année. Tu sais. Ou plus, mais peu importe, tu as des salles de jeu pour les ados en commun. Tu sais, je pense à celui de Québec qui est quand même formidable. Là, et des salles communes là, où tu peux faire de la popote, tout ça. Mais ça te prend un groupe formé, faut que ça vienne du groupe. Oui, c'est pas le promoteur qui va t'imposer. C'est un promoteur qui impose le bonheur. Le bonheur, ça ne s'impose pas, ça se tricote. Fait que, on peut mettre en place plein de potentiel. Tu dis, OK, il pourrait se passer ci, il pourrait se passer ça, puis là, tu laisses aller, puis ça se passe ou ça ne se passe pas, mais il faut que ça soit correct dans tous les cas. Tu sais. Puis, si tu mets de la beauté à travers ça, là, en général, on a fait notre job. C'est l'élément qui est souvent oublié, la beauté. Oui, ça coûte trop cher. Coupe ça. On coupe, oui. Pour revenir au bois avant de terminer, si on parle de résilience ou de panne d'électricité prolongée, c'est difficile de s'en passer du bois. Le chauffage. Oui. Chauffage alternatif. Évidemment, on pourrait embarquer dans la production d'énergie alternative qui est assez très, très technique, très, très gadget pour arriver à être autonome pur. Tu sais. C'est pour ça que je suis toujours mi-figue, mi-raisin lorsqu'on va vers ça. Actuellement, j'ai divergé de la question, là, mais pour parler du panneau solaire, là, mais il ne peut pas faire du chauffage de panneau solaire. Il n'y a pas assez d'énergie là-dedans. Il ne peut pas faire marcher ta cuisinière. Tu sais, tu dis il ne peut pas, oui, il peut, mais tu sais, ça demanderait du stockage ou des panneaux thermiques plutôt que voltaïques. Des batteries, il n'y en a plus finir, tout ça. Fait que j'aime beaucoup rester low-tech, tant que faire se peut. De plus en mieux, plus on met des thermopompes à cause de la fameuse humidité là, des canicules que je n'ai pas encore trouvé d'autres, à part d'avoir un déshumidificateur pur et dur là, qui pourrait faire la job aussi. Bref, la thermopompe, ça fait de la chaleur avec un tiers de l'énergie nécessaire pour un cas électrique. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Tu sais, on rentre dans quelque chose de déjà plus complexe, plus d'entretien, plus de fin de vie, plus de...
Le poêle à bois, ça reste extrêmement simple. Effectivement, ça pousse dans la nature, le bois. Tu Ah oui? sais. Ça pousse dans les arbres. Puis, puis Oui, il bon, va pourrir si on ne le brûle pas. ben, en fait, tu sais, j'ai des scrupules là-dessus de faire des CO2, de faire du carbone dans l'atmosphère. Mais avec une maison performante, au final, ça arrive. Tu sais, j'en ai un chez moi. Puis dans les entre-saisons, ce qui pleut, on ne sait pas s'il fait chaud, s'il fait froid. Là, ça vire dans le froid, petit feu de bois, ah, le bonheur, tu sais. Puis quand l'hiver est pogné à côté, la dalle chauffante hydronique, ça, c'est le bonheur aussi. Tu sais, t'es comme, t'as le confort total. Mm. Fait que le pas la bois au final, là, tu sais, quand je me force, là, je dis OK, on va économiser de l'électricité cette année, chérie, on va brûler du bois. J'ai la misère à passer 2 cordes là, parce que je suis motivé, puis là, dit go, on brûle du bois. Tu sais. C'est peut-être pas la pire émission de carbone. On est plus que toi. Moi j'ai installé un deuxième mini-split. J'en ai une à l'étage. Puis là, j'ai une thermopompe murale aussi qui descend le sous-sol puis le rez-de-chaussée. Entre autres pour baisser les factures d'hydro, mais polluer un peu moins avec le bois parce qu'il fait moins chaud à Sainte-Adèle qu'à Sherbrooke, disons. Puis j'ai un pin centenaire au sud qui me bloque le soleil. Et j'ai un petit peu de panneaux solaires. J'ai 650 watts de panneaux puis des batteries. Moi, je pense que de plus en plus, on devrait aller vers un petit système pour justement traverser quelques jours. Qu'est-ce que tu fais avec ton petit système, justement? Il alimente quoi? Bien, évidemment, c'est ça, c'est les petits appareils et l'éclairage. Mais moi, comme je travaille à la maison, c'est vraiment génial. J'ai la moitié de la maison qui est là-dessus. Alors, Tu pourras acheter ton téléphone, ton ordinateur. oui, oui. Quand il y a une panne, je ne le sais pas. Je le sais seulement quand je vais dans la cuisine, puis l'horloge clignote parce que Hydro est revenu. Puis là, on dit, ah, tiens, chérie, ils ont eu une panne, on ne le savait pas. OK. Mais j'ai mon frigo, mon congélateur, la pompe à eau, tu sais, je suis vraiment correct. On n'a jamais eu 2 semaines de panne ici. Là, pendant le verglas, ça avait duré 24 heures, je pense. Mais Ben, tu sais, c'est ça, mais c'est pas impossible que ça arrive. écoute, Nous ben, on met, avec le solaire passif, souvent vient une face de toiture sud. Donc, en installant un conduit qu'on appelle le Solar Ready en français, prêt pour l'énergie solaire, qui est un conduit entre toi et la salle mécanique, en faisant une salle mécanique assez grosse pour mettre des batteries pour le stocker, idéalement. Là. Ça prend de la place, c'est pesant, tout ça. Ben ça permet de faire OK, c'est une technologie à surveiller. C'est là, c'est très intéressant. Ça là, ses bons côtés, ses moins bons côtés sont justement, c'est pas tout le temps propre quand c'est produit. C'est des métaux rares. Tu sais, mais ça peut. Je trouve qu'on a un système en commun, l'hydroélectricité, qui est formidable, là, que c'est collectivement. Ça a fait un peu de désordre à sa création. Là, c'est en place. Il ne faudrait pas avoir à le grossir, ce système-là, idéalement. Puis aussi, la résilience vient avec des sources ponctuelles, plus proches. Là, on a le kit, le gros kit, mais là, d'avoir aussi des sources diffuses sur le territoire, quand l'énergie vient de moins loin, les produire local, consommer local. C'est sûr que moi, à l'avenir, je vois de plus en plus de maisons qui ont des petits systèmes combinés, pas nécessairement 3 ou 6 kilowatts. Là. Mais puis Hydro, c'est ça. La présidente d'Hydro disait, tout le monde en parle, qu'elle n'a pas de projet à court terme de grand barrage. Les rivières, ça coûte cher à emnacher. Fait que ça va être plus solaire et éolien. Mais pourquoi est-ce qu'on ferait juste des affaires gigantesques qui défont un peu le paysage, entre autres? On peut en intégrer un peu, mais intelligemment, ouais, à nos maisons. C'est ça, effectivement, c'est possible. C'est juste financièrement pas encore tout à fait rendu au Québec avec le prix de l'électricité pour être rentable de se mettre un panneau solaire. Oui, en fait, c'est le contraire parce que sur la durée de vie des systèmes, on est rendu autour de 10 sous.
compétitif avec Hydro, maintenant. Oui, OK, sur la longueur, dans le fond, sur 30 ans, ça dépend de ton retour sur investissement, tu le comptes regarde sur ta 30 ans. maison, oui. Mais évidemment, Ouais, c'est c'est pas sûr juste que si ma maison dure 300 ans, le panneau 30 ans, c'est solaire, pas lui, long, ouais. il n'y a pas de pièce mécanique, il n'y a pas de pièce mobile, tu sais. Ouais. Fait que oui, oui, effectivement. Ben, peut-être que les gens vont vouloir bâtir davantage de maisons comme des vôtres qui sont plus durables, puis les conserver au lieu de les vendre aux 3 ans, puis aux 5 ans, puis Oui, c'est ça. peut-être de On la n'est pas chute, bien là. ici, on va s'en aller. Oui. Exact. Dis-moi un mot de la fin. Le risque d'incendie, comme on avait dans l'Ouest, ça, c'est Oh mon pas Dieu. vraiment une considération. Pensez-vous matériaux incombustibles, revêtements, vous allez toujours Pas avec du tout. le. Écoute, non. Euh, Parce que, ben, écoute, c'est un bon point. Ça ne m'a pas frappé encore. J'entendais à la radio, justement, là, une entrevue qui disait, bon, en Estrie, est-ce qu'il y a des risques? Les risques sont très faibles, au final, en Estrie. Ils sont souvent au printemps, quand les gens brûlent leurs branches, tout ça. C'est là qu'il y a des feux. Mais ils ne sont pas nuls. Les risques ne sont pas nuls. Puis oui, on construit souvent dans des endroits naturels magnifiques. Puis le premier réflexe qu'on arrive dans un endroit magnifique, c'est de préserver au plus. Oui, c'est Et ça. puis nos clients, c'est des tree lovers, là, donc ils veulent toutes les garder. Là. On dit, ben, lui, il est quand même proche de la maison. Tu sais. J'ai vécu la même chose parce que moi, je suis dans une forêt mixte, mais beaucoup de conifères. Puis là, j'en ai à 10 pieds de la maison. Puis le Conseil national de la recherche dit non, non, au moins 30 pieds. Alors, je vais me faire du bois pour démarrer mes feux avec ces Ben, sapins. écoute, c'est c'est une excellente question, puis ça ne me tente pas de me la poser. Ça voudrait dire d'éloigner les arbres du bâtiment et d'arrêter de mettre des revêtements de bois sur mes bâtiments. Tu sais, si j'avais une maison toute en métal, là, comme on voit des fois, on en fait un peu dans ce style-là, là, mais ce n'est pas une volonté d'être sécuritaire, c'est plus esthétique. Là. Je pense que les Et toits de la métal maçonnerie. pour protéger les revêtements verticaux quand même. Ça peut aider. Il y a toutes sortes de considérants. En fait, aussi dernièrement, j'entendais qu'un des facteurs, puis ça, je ne sais pas encore comment aviser ça, mais les toitures, on veut ventiler ça au maximum. C'est super important d'avoir une bonne ventilation de toiture. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit, fait qu'on on n'est pas conscient qu'il passe vraiment beaucoup d'air là-dedans. C'est la même chose derrière les revêtements, puis il y a toutes sortes de normes de pare-feu dans l'interstice qui est en arrière du revêtement extérieur avant le pare-intempéries. Il faut arrêter la flamme et tout ça, puis pour pas que ça rentre dans le soffit, etc. Mais Ouais. du soffit au ventilateur de toiture, c'est souvent par là que la flamme Ouais. se propage, rentre dans la maison. Ça, j'avoue que par les étincelles, là, justement, ton conifère là, qui fait Ouais. ben, là, ça rentre dans ton soffit, ça rentre dans ton entretoit. J'avoue que là, bonne chance, tu sais. Avec de la cellulose partout, ça au moins, c'est pas ou de la roxure, Ça c'est arrête le feu. stable. Les murs remplis de roxure, remplis de cellulose, c'est des éléments qui sont stables avec le feu. Ça c'est relax. Mais tu sais, Contrairement au plastique, ouais. les chevrons en triangulés, c'est quand même, ça peut brûler, tu sais, on s'entend là-dessus. Effectivement. À réfléchir, je ne sais pas quoi Oui, faire avec ça. Il faudrait oui. avoir chacun un étang et une pompe prête. Ouais. Quoique, si on fait attention autour de la maison, il ne faut quand même pas faire peur aux gens. Au Québec, il y a beaucoup moins de risques que dans l'Ouest, dans les climats très secs. Surtout que j'ai Oui. entendu à Radio-Canada que la baie du Son, qui est quand même assez loin au nord, nous protège. Toute l'humidité. Puis, Oui, mais sincèrement, au Québec, là, c'est très humide. Moi, je me bats plus avec l'humidité qu'avec la sécheresse. ouais. L'humidité est très présente, mais ça change, tu sais. C'est pas stable en ce moment. Donc, c'est des choses à rester en alerte, Ouais. en alerte, en éveil.
Oui, de suivre, de lire un peu sur ce qui se passe. En terminant, on n'a pas parlé des attaches pour les murs après les toitures et Oui, ça, les c'est une fondations. option là, de mettre des ancrages anti-tempête, anti-ouragan entre la sablière essentiellement et la ferme de toit qui vient se déposer là-dessus. Ça permet d'éviter l'arrachement lorsqu'on a un, un large débord de toit. En ce moment, on a une vague de peu de débord de toit qui, mais voilà, oui, c'est une option tout à fait disponible, celle-là. Donc, un débord de toit trop grand, c'est plus un risque s'il y a une tornade. Oui. Les attaches pour ces toitures-là, plus solides, là, ça rajouterait combien au coût? C'est un étrier. Tu sais, on connaît les étriers en petit acier galvanisé, c'est une petite tôle pliée. C'est rien de très dispendieux. C'est vraiment juste un étrier cloué. C'est juste du temps de pause, puis l'étrier doit valoir 4 piastres chaque. Là. Je ne sais pas, avec le métal qui a augmenté, c'est peut-être rendu à 7 ou 8. Je te demandais de solidifier là, une maison, je ne sais pas, 24-32, disons, solidifier le toit et les fondations. Il y a le gel dégel qui fait que ça travaille aussi. Ça coûterait combien? Je ne sais pas si tu veux peut-être le calculer. Si on parle d'ajouter ces attaches anti-ouragan-là, on est peut-être à 800 piastres. Dans un chiffre. Là. Juste le toit ou les fondations aussi? Juste le toit, là, c'est mettre les attaches. C'est pas tant l'attache, c'est le tandem à chaque ferme de toit, à chaque sablière. Ouais. Peut-être que je me suis mis un peu de lousse là-dedans dans mon chiffre. Là. Il faudrait le compter comme il faut. Mais sinon, les fondations, c'est déjà bien attaché avec des boulons d'ancrage On n'a pas tout besoin le de la temps, rajouter. aux 4 pieds. Tu sais, en fait, il faut être vigilant. Nous, on a rajouté des notes spécifiques au plan pour dire, regarde, c'est aux 4 pieds, puis à chaque ouverture, il y en a, tu sais, avec. Donc, c'est coulé dans le béton, puis là, c'est un boulon qui vient comme. Fait que ça, c'est ancré à la fondation, ça ne s'arrachera pas. Là. Ça. Okay. Pas, tout le monde qui fait ça aux 4 pieds, là. C'est pas tout le monde. Non. Lorsqu'on a une fondation à couler, c'est la job du coffreur de faire ça. Là. Il fournit ça parce qu'il met le béton, il flatte le dessus pour être de niveau. Après ça, il rentre dans le béton ces petits boulons en L. Là. Mais bon, c'est ça. Souvent, il en met quelques heures, tu sais, ou peut-être plus aux 8-10 pieds. Là, ouais. C'est pas prescrit par le code aux 4 pieds? Ça doit être attaché par le code, mais d'après moi, la GCR le demande aux 4 pieds, qui est la garantie construction résidentielle, qui font leur inspection, là, qui font une bonne job. Ils ont un beau cadre de garantie qualité. Là. Puis ils en font des inspections. Moi, je prends ça pour. J'aime ça, les inspections, ça challenge, ça assure la qualité. On est nouveau climat, on est lean, amenez-en des inspecteurs. Puis nous autres, même, on s'inspecte, on est allé chercher toutes les grilles, puis on les a mis. Mais okay, nous autres aussi, on va le faire avant que l'autre passe, pour avoir des bons scores. Je vais t'expliquer pourquoi j'aime ça parler à des gars comme toi, parce que vous avez compris c'est quoi la qualité. Puis c'est le défi. C'est plus facile d'en échapper que. Fait qu'il faut se mettre des contrôles de qualité. Même quand tu as plein de bonne volonté, il y a beaucoup de détails. Beaucoup de détails. À chaque étape, OK, on est rendu à telle étape, stop, contrôle, tchic. Voici, là, il ne faut pas que ça reste dans le carnet, il faut passer l'information. Écoute, c'est vraiment le fond de jaser. La question que je t'ai posée au début, c'est que là, tu es rendu à combien d'employés et combien de maisons par année? OK. Écoute, là, oui, on a vécu une belle croissance là, les 2 dernières années. Et on est rendu pignon sur rue à Sherbrooke et on est rendu 20 personnes au bureau, 20 personnes au chantier environ. Là, ça varie, mais
Donc, j'ai 4 concepteurs qui travaillent avec moi pour dessiner les plans, 5 chargés de projet, département d'estimation, bon, tout ça, là. Et donc, on fait une quinzaine de maisons par année. On n'est pas dans le volume tant que ça. On fait des beaux projets puis des choses, des projets bien faits là, et bien intégrés dans son milieu. Puis c'est du sur-mesure aussi chez les clients. Tu sais, c'est comme quand tu vas te faire un veston qui te fit parfaitement. Là, c'est un peu la manière que je vois notre travail. Là. Les gens nous donnent des feedbacks que c'est comme wow, c'est exactement ce que je voulais. Exactement ce que j'ai besoin comme pied carré, comme utilité, comme fonctionnalité, donc, bon, on a des bons feedbacks, puis c'est ça. Puis Bouche-à-oreille fait son œuvre. Les gens viennent nous voir et pour toutes sortes de raisons, là, parce qu'il y en a qui vont plus triper sur le design, il y en a qui vont plus triper sur l'écologie. Idéalement, pour nous, c'est qu'ils trippent sur tout ça. Ce qu'ils nous Oui, ont on fait les deux. C'est ça. Oui, ça va très bien. Ça va vraiment une belle période. C'est exigeant. Il faut rester vraiment à l'affût. Les hausses de prix, c'était compliqué cet été. Les délais sont compliqués, mais on a des clients formidables. On a des lieux où on construit formidables aussi. De toute façon, je m'émerveillerais d'une friche, là, mais pour moi, c'est comme un bout de terrain. Il y a tout le temps quelque chose de beau. Ouais. On en perturbe le moins possible, puis let's go, on y va. C'est une excellente nouvelle pour la construction saine et écologique que des compagnies comme la vôtre Oui, croissent, mais pas trop vite. C'est toujours pour ça garder va le bien, contrôle. oui, c'est ça. On se structure de plus en plus, on est de plus en plus solide et efficace. Puis on est bien contents. On atteint une sorte de maturité. On est bien contents. Ouais. Ben, bravo. Écoute, Étienne, merci beaucoup d'avoir pris cette heure avec moi. On invite les gens à vous rendre visite sur Urban Eco Construction. Vous êtes basé à Sherbrooke et Oui. divers écoquartiers dans les cantons de l'Est. Super, Alors, merci André. Ça faisait un bout de temps qu'on ne s'était pas parlé. Là. J'avais de la boue dans le toupette un peu. Maintenant, ça va mieux. Au plaisir de se reprendre. merci beaucoup. À la prochaine. Salut.